Alors, vous êtes arrivé à un bon moment, c'est le mois de novembre. Il y a tous les jacarandas en fleurs, violets. Oui. N'est-ce pas? C'est une beauté. Hein? Merci beaucoup pour être là. Nous sommes aussi honorés pour avoir Diego. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose. Elle dit, nous sommes en novembre. C'est juin pour nous, novembre. Et novembre, c'est au contraire la saison la plus sinistre. C'est le déclin des jours à Paris, en France. Et il y a un très beau, dans un poème de comment elle s'appelle, Anna Maria Ortese, une italienne, il y a un très beau vers qui est « Nous ne sommes pas morts, nous sommes en novembre ». C'est déjà pas mal, donc voilà. Et la fête continue. D'accord. Bon, alors je suis très heureux aussi d'être à vos côtés. Vous savez très bien que pour moi c'est un honneur, alors parce que non seulement je vous ai lu, mais aussi être à côté de l'auteur alors de ces livres-là qui ont été entre mes mains. Alors ça c'est pour moi quelque chose d'inoubliable. Surtout parce que au moment où j'ai commencé à lire Vie minuscule, il y a longtemps, et puis après c'est grâce et par le biais de Monique, alors qui m'a dit il y a Pierre Michon qui vient et donc tu pourrais l'interviewer, etc. Alors, je sais que tout au long de la semaine, vous avez été à côté de la haute littérature argentine. Alors, des gens de la haute, et ce n'est pas le cas maintenant. Hein. Alors, pas du tout. C'est aussi le cas. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, parce que je suis tout simplement un lecteur. Et alors, point à la ligne et un professeur de français. Vous savez très bien que j'ai puisé dans beaucoup de bouquins et bon, alors, vous avez un parcours immense. Et surtout que je ne savais pas, parce que bon, alors pour vous, 1984, ça a été une année très importante. Alors justement, ça a été la parution de Vie minuscule. Et puis après, en 91, alors il y a eu Rimbaud le fils. Oui. Alors justement, vous savez que pendant 2 semaines, moi j'ai passé comme ça, c'est-à-dire j'ai visionné alors quelques images de votre parcours, etc. Et vous avez parlé de l'almanach Vermont, je crois. Et alors justement, j'aimerais bien que vous en disiez quelque chose. Et puis après, je ne savais pas que vous étiez acteur aussi. Oh, je l'ai été, mais très peu de temps. Très peu de temps, mais quand même, en 2017. Non, c'était pas... Vous avez fait le rôle de Jacques Tournier. Ah oui, mais là c'était... Bon, mais quand même. Oui. Alors, quand même. Alors, je ne savais pas que vous étiez acteur. Alors, et à vrai dire, messieurs Michon, j'ai lu presque 5 ou 6 livres, c'est-à-dire de votre parcours, mais surtout, je vais insister aujourd'hui sur La Grande Bonne. Et puis après, Vie minuscule. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire les cahiers de Lerne, alors que j'aurais bien voulu, parce que on ne l'a pas reçu, je ne sais pas si on l'a ici, et où il y a des auteurs qui publient et qui vous rendent hommage. Alors en quelque sorte, et Maëlys Kerangal, Chenoz et Marie Lafont, non Madame Lafont. Marie-Hélène Lafont, alors etc. Et bon, alors je l'ai déjà commandé. Pierre Bergogneau. Aussi. Et alors exactement. Et il y a Messieurs Désirables, je crois. Désérable, alors aussi. C'est un jeune. Un jeune, je n'ai rien lu pas mal, mais très jeune. Il a commencé à écrire, alors très jeune. C'est un parcours bizarre, c'était un joueur de hockey sur glace. Voilà. Qui s'est converti à la littérature, et puis il connaît par cœur des bouquins de mots entiers. Le Rimbaud, il le connaît par cœur. Moi, je crois que vous avez été la source d'inspiration. Pour lui. Pour tous. Et pour Madame Lafont aussi. Ah oui. Et pour Madame Lafont qui est prof de français. Oui. Alors, en quelque sorte. Et vous savez que j'ai repéré comme ça une phrase, je crois que dans le roi vient quand il veut. Alors, et j'aimerais bien si vous pouvez m'expliquer un tout petit peu cette phrase-là. Écrire, c'est résoudre cette énigme intellectuelle qui a posé l'incipit. Avoir sa chute et faire qu'il y ait entre les deux quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire que pour
pour tout ce que j'ai écrit. La première phrase est capitale. C'est-à-dire que si la première phrase hésite, ne vient pas, je ne fais pas le texte. Si elle est mauvaise, si ce n'est pas celle qui donne la clé, la couleur du texte, ça ne marche pas. C'est une phrase magique. La première phrase, c'est comme abracadabra, ou bien comme dans Ali Baba et les 40 voleurs, Sésame, ouvre-toi. Il y a ce côté-là. Et effectivement, souvent, quand je commence, j'ai aussi, peut-être pas en général ma dernière phrase, mais les derniers mots. Les derniers mots vers lesquels je tends. Et je fais des textes courts, c'est-à-dire je m'efforce que c'est une image que j'emploie souvent, mais que le parcours du texte entre l'incipit juste et la chute juste soit comme un parcours de flèches d'archer. Vous avez tiré à l'arc, vous? Non. Ah, jamais. Non, mais j'ai lu beaucoup de choses sur les archers, voilà. sur la pratique de l'arc, sur les pratiques, en général les pratiques guerrières. Les pratiques, ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas pratiqué, mais j'ai lu beaucoup ça. Et en plus, enfin, ça ne vient pas seulement de moi. Beaucoup d'écrivains orientaux, des Japonais ou des Chinois, ont pris cette métaphore-là de l'arc pour parler de leur poème. Ça n'est pas une invention de ma part, c'est tout. Je sais que à plusieurs reprises, on vous a posé toujours la même question, mais au moment où vous écrivez, vous avez un projet. Alors, c'est-à-dire un avant, un pendant, un après, vous avez un projet. C'est ce qu'on appelle le projet de l'écrivain. Alors, parce que moi, en tant que prof, il y a le projet pédagogique, quoi. Oui. Oui, je ne sais pas, vous, en tant qu'écrivain. Ça dépend des textes. Mais, en général, le plan est très flou. Je n'ai pas de plan. C'est-à-dire que, parfois, certaines trouvailles en cours du texte changent tout à fait l'orientation du texte. Je pense, par exemple, dans les 11, à l'apparition de Michelet. Je me suis dit, d'un seul coup, je vais placer Michelet dans les 11. Et ça a tout changé. Ça a tout changé à ce que je pensais être la fin des 11. Mais c'est vraiment venu sur le coup, en écrivant le... Je m'efforce de me surprendre moi-même, de faire comme si j'étais mon lecteur. C'est-à-dire non pas le contraire de Flaubert. Ouais, voilà. Non pas faire un plan d'acier auquel on se tient, mais se laisser porter par sa propre invention, se surprendre. Et il y a des bouquins, comme par exemple, on va parler de La Grande Beune, qui n'ont absolument pas été planifiés. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais faire. À l'époque, c'était un poète français, un bon poète, qui dirigeait la NRF, Jacques Réda. Et il m'avait dit, il faut que tu nous fasses un texte pour la NRF en plusieurs livraisons. Je dis d'accord. De quoi je vais parler. Et un soir, je revois Le Boucher de Jacques Chabrol, le film. Ce film parle de pulsions sexuelles au-dessus des grottes de Lascaux, des grottes préhistoriques françaises. Et je me dis, ah tiens, ça serait pas mal de faire un truc comme ça. Voilà, c'est plus ou moins venu du Boucher de Chabrol. Et je me rappelle que j'ai fait tout un début. Ça se passait en été. C'est un type qui arrive dans un patelin de la campagne, là-bas en Dordogne, enfin sur les grottes. Et il arrivait en été. Il faisait très beau. Ça n'allait pas. J'ai fait tout un début comme ça, et tout à coup j'ai trouvé qu'il fallait qu'il pleuve beaucoup quand il arrive. Et là,
Ça a marché. Ça a marché. C'est-à-dire, justement, si tout au long de ma lecture de votre prose, moi, je me suis posé la question, et comment Monsieur Michon, lui, il fait en sorte que ce bruissement, alors des mots, alors soit si naturel. Alors, parce que ça a été une profession. J'ai dû travailler aussi avec les dicos, hein. Alors avec les dicos, bien sûr, avec les dictionnaires. Alors, mais vous avez tout un éventail d'adverbes, d'adjectifs, des mots. C'est vraiment le verbe qui me vient à l'esprit, c'est le verbe bruire. Oui. C'est-à-dire que tout ça n'est pas le fruit d'une recherche. C'est que quand le texte embraye bien, c'est comme des vitesses. Les vitesses, oui. Quand ça embraye bien sur un début, c'est comme si toute la langue, tout à coup, se mettait à mon service. C'est très bizarre. Je dis souvent que c'est une grâce qui m'arrive à ce moment-là, et c'est vrai. C'est comme si l'affect, le cœur, était directement branché sur la totalité du langage. Et ça n'arrive pas si souvent. Enfin, pour moi qui n'écris pas tous les jours, qui écris de temps en temps, quand justement c'est bien embrayé. C'est-à-dire quand vous mettez la première, quoi. Oui. Et dites-moi des choses, ça prend beaucoup de temps, l'écrit d'un livre? Non. Non. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est les périodes parfois moroses de recherche d'un sujet à venir ou de l'attente du jour où tout à coup je me dirais voilà, j'ai trouvé une première phrase pour je ne sais quoi, allons-y. Voilà. Justement, je vais reprendre un petit peu Rimbaud le Fils, un bouquin extraordinaire. Je vous le recommande parce que ça, c'est extraordinaire. Et vous avez dit, moi, je l'ai très tôt intériorisé comme un frère, père ou fils, modèle et rival. Et pourquoi Rimbaud? Parce que vous avez dit, alors j'ai visionné une petite vidéo, et justement vous avez dit que vous avez trouvé un petit article sur l'almanach Vermont, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vais d'abord répondre sur... attendez. Pourquoi vous avez intériorisé Oui. comme mon frère, fils, Oui. etc. C'est parce que Rimbaud, d'abord, est un type natif de l'arrière-campagne paysanne comme moi-même. Ensuite, parce que son père l'a laissé tomber quand il était tout petit, comme moi-même. Ensuite, parce que sa mère, il l'a détestée dans un premier temps, c'est-à-dire dans sa crise d'adolescence, disons, qui était aussi son sommet poétique, entre 14 ans et 20 ans. Et ensuite, quand il a été en Éthiopie, il n'a plus pensé qu'à sa mère. Il a écrit à sa mère, sans cesse, etc. Et moi-même, comme je rejetais à cet âge-là, à l'âge de l'adolescence et de la jeunesse combattante, comme je rejetais mon héritage paysan, j'en avais honte, comme Rimbaud, je le laissais de côté, etc. C'était donc un modèle parfait, et aussi un modèle parfait parce que pour quelqu'un qui aime le bref comme moi, voilà un garçon qui en 2 ans de jeunesse, de 17-18 ans, disons, a tout écrit très vite et s'en est débarrassé comme de quelque chose comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était. Certainement avec un deuil au cœur, mais il n'a jamais dit. Une fois, par exemple, il était dans un bateau quand il faisait du commerce en Abyssinie, dans un bateau entre Aden et le Caire. Et là, dans ce bateau, il y avait un autre homme d'affaires avec qui il a sympathisé. Et cet homme d'affaires avait des connaissances littéraires. Et Verlaine venait en France
on ne savait pas où était Rimbaud, venait en France de publier Les Poètes maudits, où pour la première fois, Rimbaud était, objet public de reconnaissance. Et le commerçant, l'autre commerçant, lui dit, c'est bizarre, vous avez le même nom qu'un poète dont on parle en ce moment en France. Et Rimbaud dit, oui, c'est moi. Et l'autre lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas continué? Et Rimbaud dit, c'était des raclures. Voilà. Justement, c'est-à-dire vos parents étaient des instituteurs, non? Oui. Et alors, mais c'est votre maman, alors parce que vous avez parlé des Rimbaud et le rapport avec sa maman, etc. Mais votre maman qui vous a initié à la poésie et tout cela, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle vous lisait Racine. C'est pas seulement ma mère, c'est aussi mes grands-parents. Mes grands-parents qui étaient paysans creusois ils sont morts dans les années 70, nés dans les années 80-90, 1880. Ouais, voilà. C'était l'époque où, dans les masses, dans le prolétariat ou dans la paysannerie, certaines choses littéraires étaient admirées, adulées et sues par cœur, notamment des poèmes de Victor Hugo. Victor Hugo avait eu une sorte d'influence capitale sur les premiers paysans et prolétaires qui fréquentaient l'école obligatoire et à qui on faisait apprendre ces choses par cœur. Et ma grand-mère connaissait par cœur de nombreux poèmes d'Hugo, surtout ceux qui concernaient la geste napoléonienne. Voilà. Waterloo, etc. Et aussi un poème que j'adorais, c'est quand Napoléon, quand Bonaparte a un fils pour la première fois, il saisit son fils, il dit l'avenir est à moi. Et la voix du poète dit non, l'avenir n'est à personne, sire, l'avenir est à Dieu. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime, ça. Alors, tout à fait. Rimbaud les fils, ça a été vraiment un livre passionnant, alors, parce que j'ai vu vraiment, alors, l'amour que vous avez mis et que vous ressentez envers ce poète-là, oui. N'est-ce pas? Oui. De même que Victor Hugo ou Faulkner, de façon différente. Mais ils vous ont façonné, quoi, alors, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Enfin, ils ont façonné mon esprit, ma façon de voir le monde et la littérature, de voir la littérature. Mais Rimbaud l'a fait de façon foudroyante quand j'avais son âge poétique. C'est-à-dire que là, je le jalousais extraordinairement. Voilà. Une rivalité très forte, parce que faire des poèmes qui sont comme le couronnement de ce qu'a fait Hugo, comme un Hugo multiplié par 10, à cet âge-là. Et ensuite dire, connerie. C'est de l'héroïsme pur. Et donc j'étais très jaloux de lui, et quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit maintenant je pourrais plus écrire, puisque Rimbaud n'écrivait plus à 20 ans. Voilà. Et justement, lorsqu'on était en train d'échanger quelques idées avant de commencer cet entretien, je ne vais pas insister sur les 11, parce que je crois que tout au long de la semaine, vous en avez parlé. Oui. Alors, mais pourquoi les 11? Ça a été, alors disons, un apport que vous avez mis dans ces livres-là concernant l'histoire, une histoire véridique et véritable, ou c'était une histoire imaginaire? Parce que les 11, c'est un tableau imaginaire. Alors qu'il n'existe pas. Le tableau est imaginaire, mais les événements autour qui concernent le tableau sont vrais. Voilà. C'est-à-dire, c'est mon bouquin le plus travaillé. Voilà.
c'est ne plus travailler, parce que j'avais peur d'être contredit par les historiens. J'avais peur que les historiens disent « Ah non, là, il raconte n'importe quoi », donc il fallait que je connaisse vraiment très bien les événements, jour par jour, de l'époque dont je parle, et c'est le livre que j'ai travaillé, le seul vraiment que j'ai dans lequel j'ai usé autant de mon intelligence que de mon affectivité. Et pourquoi mettre au milieu des séances Robespierre? Pourquoi me mettre au milieu? Oui. Parce que je dirais bien que c'est un peu comme Rimbaud pour la poésie. Robespierre pour le politique, pour la chose politique, c'est le comble de la chose politique. C'est, selon son bord, soit le comble de l'héroïsme politique, soit pour certains le comble de la saloperie. De la terreur, quoi. De la terreur. Mais en fait, ce qu'il y a de bien dans ces personnages-là, dans ces personnages de la terreur, c'est que ce ne sont pas des tyrans de vocation. Ce sont des humanistes proches de Rousseau. Des écrivains, quoi. Oui, des écrivains. Et des gens fervents et véritablement républicains, enfin, qui ont basculé par la force des choses dans les massacres. Mais soi-disant des écrivains qui n'aimaient pas l'écriture, mais qui aimaient le pouvoir. Je dis pas tout à fait ça. Je crois. Pas tout à fait ça. Alors, oui. Non, je dis qu'ils aimaient la littérature, mais que quand on est dans la place du pouvoir, quand on y est, on est, c'est ce que tout le monde dit, le pouvoir corrompt. Et leur pouvoir les a corrompus. D'autant plus que ces gens-là, c'était dans une période où vraiment il fallait faire très vite. Enfin, la France était complètement prise dans un étau de puissance européenne. Tout à fait. Il fallait faire très vite. Ils dormaient 3 heures par nuit, n'importe où, par terre, dans le comité de salut public. Ils buvaient sec. Donc ils étaient dans l'affolement perpétuel. Et c'est-à-dire la critique après la parution de ce livre-là, il y a eu des historiens qui vous ont contredit? Non. Non. Les historiens ont été parfaits. Parfait. Voilà, heureusement. Heureusement. Alors, heureusement. Mais c'était fait pour ça aussi. Voilà. C'est-à-dire, vous avez abordé non seulement l'histoire, mais dans d'autres bouquins, vous avez abordé aussi la peinture, l'art. Oui. Alors, en quelque sorte. Mais je vais aborder maintenant la Grande Bonne. Ah oui. Alors, qui m'intéresse beaucoup, la Grande Bonne. Est-ce bien vrai que, à l'origine, tout au début, ça s'appelait L'origine du monde? Oui. Ça a quelque chose à voir avec le tableau de Courbet? Bien sûr. Alors, expliquez un tout petit peu là-dessus. Enfin, le tableau de Courbet, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît parce que... C'est les jambes ouvertes d'une femme avec l'endroit d'où nous venons tous. D'où nous venons, voilà. Je voulais l'appeler comme ça, mais à l'époque, il y a eu une grande campagne de presse parce que ce tableau a été racheté par je ne sais qui. Il était à Lacan. C'est Lacan qui avait ce tableau. Et dans la vente d'après la mort de Lacan, sans doute, il y avait ce tableau qui a été racheté par un émir ou je sais pas quoi, quelqu'un de Dubaï. Oui, du côté oriental. Du côté oriental. Et l'origine du monde était partout dans la presse, etc. Et là est paru un bouquin qui s'appelait L'origine du monde et qui racontait l'histoire du tableau. Je me suis dit, je ne peux pas garder ce titre. Je peux pas. D'ailleurs, c'est l'origine du monde, non, en espagnol. Et oui, oui, en espagnol. Je ne pouvais pas garder ce titre. Et j'ai cherché un titre qui disait un peu la même chose, mais qui était plus crypté, d'une part, et d'autre part, qui avait un rapport topographique avec la région dont je parlais. La région dont je parlais, c'était la Vézère,
donc des hommes préhistoriques, enfin les grands sites. Et parmi les rivières qui se jettent dans la Vézère, il y avait une rivière appelée la Grande Beune. J'ai cru sur la carte que c'était une sorte quand même de petit fleuve. J'y suis allé plus tard, on a fait des photos pour Libération là-bas. C'est un ruisseau qui est large comme ça, en fait. La Grande Beune, c'est tout petit. Mais, en fait, la Grande Beune, c'est la Vézère dans mon texte, c'est un fleuve. Oui, et donc, la Grande Beune avait quelque chose en commun avec l'origine du monde, c'est que elle disait la femme dans son la Beune, dans son ça a un son presque pornographique, la Beune. Et c'était aussi quelque chose comme Madame Bovary. Il y avait le son féminin des personnages féminins de Flaubert. Il y avait quelque chose comme Bovary. Il y avait quelque chose aussi... un journaliste a dit, de façon très intelligente, la Grande Beune, ça sonne comme la femelle du Grand Moulin. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, quelque chose... Mais ça disait le féminin comme l'origine du monde, quoi, ce titre. Mais justement, se dire, il y a deux personnages là dans la Grande Beune. Alors, il y a Hélène, il y a Yvonne. Mais moi, je crois qu'Yvonne vous éveille. Vous éveillez l'essence, pour ainsi dire. Alors, je ne sais pas comment vous éveillez l'essence. Oui. Alors, oui. tous les sens. Oui, formidablement, parce que le narrateur est un jeune homme qui est nommé instituteur dans un patelin, il a 20 ans, et il y a au bureau de tabac une dame qui est une déesse, qui est une déesse, non pas seulement comme objet visuel de beauté, mais dans sa gestuelle, dans ses dons, c'est comme... Sa démarche aussi. Sa démarche. C'est comme, je vais dire quelque chose d'un peu osé, mais c'est comme le fleuve lui-même qui coule, c'est comme une jouissance féminine perpétuelle, Yvonne. Et, évidemment, le narrateur, qui a 20 ans, cette femme en a 40, c'est un peu oedipien, tout ça, c'est un peu... Bon, ouais. Le narrateur devient fou de cette femme, qui a aussi quelque chose d'archaïque. C'est la grande Vénus. C'est ce texte, au contraire de beaucoup de mes textes qui usent de la théologie chrétienne, etc. Ce texte est ancré dans le paganisme, tout à fait. Tout à fait. Et il y a une autre femme, une femme plus vieille, plus maternelle. Elle vit surtout parce qu'elle est la mère de quelqu'un qui est un excellent pêcheur, elle est très fière de tout ça. C'est la grande Cybèle, c'est la Sibylle aussi. Elle règne aussi sur ce texte. Elle voit le désir du jeune homme. Elle sait sans doute que la dame céderait peut-être à ce désir, mais elle n'en dit rien. Elle est une indulgence et un règne. C'est une reine là-dedans. C'est celle qui tient le bistrot. Vous parlez d'Hélène. Je parle d'Hélène. D'Hélène. La vieille dame. Donc, moi je trouve, disons que dans la Grande Beune, bon, vous avez parlé, c'est-à-dire que même ça nous fait penser, disons, à quelque chose de porno. Moi je dirais c'est érotique, oui. C'est érotisant aussi. Oui. Alors parce que vous parlez au travers de vos mots. Alors vous parlez du corps. Oui. Le corps est très présent oui. dans oui. ce livre-là. Oui, le corps de la femme, bien sûr. Très fétichisé. Tout à fait. Oui, le corps. Vous
savez, l'histoire se passe dans les années 50, et c'est l'époque des modes hollywoodiennes, avec les porte-jartelles, les premiers bas nylon, etc. Et cette femme de la campagne se sape vraiment voilà. Oui, il y a le corps de la femme, donc l'objet du désir. Il y a le corps masculin aussi avec le narrateur. Le narrateur, oui. Le narrateur qui a des crises d'onanisme aigu, parce que comme il peut pas... Eh ben, bon. il peut pas s'en empêcher, quoi. C'est ça. Mais en plus, ça a quelque chose à voir parce que le corps joue un rôle très important aussi dans le cinéma, quoi. Oui. Alors, parce que vous, que vous avez été acteur en 2017, bon, de petits rôles, quoi. De petits rôles. Mais ça veut dire, vous avez mis votre corps, quoi. Ah oui, oui. Alors, parce que, quel est le rapport que vous voyez entre l'écriture et le cinéma? Oh, une proximité Tout à fait. énorme. Oui. Énorme. C'est-à-dire que beaucoup de films m'inspirent des détails. Je visionne beaucoup de films sur mon ordinateur. Et je fais beaucoup d'arrêts pour voir. J'aime beaucoup les arrêts sur image. Comme moi-même, j'écris avec beaucoup d'arrêts sur image, comme ça. Enfin, j'aime beaucoup ça. Je trouve souvent et c'est magnifique, parce que si vous voyez des grands films, et pas forcément des grands films, des fois n'importe quoi, si vous arrêtez sur une image, vous voyez que tout a été pensé par les gens qui l'ont filmé, que la moindre chose et le moindre geste de tel ou tel comédien, que tout ça a été réglé comme du papier à musique, comme une page de littérature. Moi, je confonds le cinéma et la littérature. C'est-à-dire, et pourquoi cinéma, vous avez accepté de jouer le rôle de Jacques Tournier? Eh ben, c'est parce que Amalric me disait, comme vous êtes un écrivain important, c'est vous, on va prendre, etc. Ben, j'ai dit oui. Puis j'ai dit, pour voir comment ça se passait un tournage. Voilà. Parce que je savais pas, etc. Alors, tout simplement pour ça, quoi. Mais ça a été une expérience positive. Très bien. Ah, très intéressant. Très positive. Ah ouais. Je voudrais prendre mes livres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que sinon, je fais du bruit. Alors, parce que... voilà. Donc, merci. Tiens, ça c'est... Et c'est qui? Tiens. Alors, non, les miens sont les miens. Alors, attention. Alors, et pour tout le monde, la Grande Bonne, un bouquin exceptionnel, mais justement, je ne vais pas le lire, mais il y a un petit paragraphe, un paragraphe très important. Alors pour moi, peut-être vous pouvez le lire. Vous avez besoin de... Alors parce que c'est justement à la page 20, j'entendis claquer des talons. Ah oui, oui. Oui, donc j'ai beaucoup aimé ça, jusque-là, jusqu'à Passion. Vous pouvez le lire? Oui, je peux. D'accord. Oui, il rentre dans le bureau de tabac, c'est la première fois qu'il va acheter des cigarettes, parce qu'il fume beaucoup. Et bon, il n'y a personne dans le bureau de tabac, puis j'entendis claquer des talons. Je me retournai, et elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps, elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent, pour peu qu'on les invente. Seules m'emportent les apparitions. Celle-ci me mit à l'instant d'abominables pensées dans le sang. C'est peu dire que c'était un beau morceau. Elle était grande et blanche, c'était du lait. C'était large et riche comme là-haut les houris, vaste mais étranglé, avec une taille serrée. Si les bêtes ont un regard qui ne dément pas leur corps, c'était une bête. Si les reines ont une façon à elles de porter sur la colonne d'un cou une tête pleine mais pure, clémente mais fatale, c'était la reine.
ce visage royal était nu comme un ventre. Là-dedans, les yeux très clairs, qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris, ne dénouent. Elle avait entre 30 et 40 ans. Tout en elle était connaissance du plaisir, celui sans doute qu'on entend d'habitude, mais celui aussi qu'elle dispensait à tous, à elle-même, à rien quand elle était seule et ne se voyait plus, seulement en posant là le gras de ses doigts, en tournant un peu la tête, et alors les sequins d'or qu'elle avait aux oreilles touchaient sa joue en vous regardant ou en regardant ailleurs, et ce plaisir était vif comme une plaie. Elle savait cela. Elle portait cela avec vaillance, avec passion. Merci beaucoup. En 1984, il y a la parution de Vie minuscule. Les Vies minuscules s'organisent justement autour de ce triple défi, parler de soi, parler des autres, dire ce que fut leur réalité, en produire le récit. Justement, c'est-à-dire que il y a des mots, moi, en tant qu'étranger, alors qui me plaisent beaucoup quand vous parlez de ces vies minuscules, les gens peu, les laisser pour compte, les petites gens. Alors, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez honte d'appartenir à ce monde rural, mais vous rendez hommage à ce monde rural, peut-être réel ou imaginaire, alors dans votre tête, et c'est ces personnes-là qui n'ont pas pu arriver là où elles auraient pu. Et vraiment, c'est-à-dire que vous leur donnez cet élan, cette envie, alors de pouvoir y parvenir. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut partir du sentiment de rejet et de honte que j'ai eu entre 15 et 25 ans, je dirais, pour ce monde humble, paysan, peu lettré, peu adroit, peu habile dans la vie. Donc, j'ai rejeté tout ça pour en sortir, pour devenir quelqu'un d'important. Et tout à coup, vers 30 ans, j'ai fait un retournement. Je me suis penché avec, au contraire, beaucoup de compassion, d'empathie sur ces gens que j'avais connus. Et c'est une époque où je me suis réconcilié, non pas réconcilié, parce que jamais je n'ai été brouillé, mais où j'ai de nouveau aimé ma mère pleinement. Bon. Et donc c'est aussi un peu ma mère qui prend la parole dans ce texte. Et je me suis dit, tout ça, parce que avant de publier, j'écrivais beaucoup de choses, mais qui se voulaient intellectuelles, intelligentes, modernistes, etc., urbaines. Et tout à coup, je me suis dit, mais il faut que je parle de ces gens-là. Il faut que je parle dans la nostalgie, les larmes, des frustrations. De leur frustration. Parce que moi-même, à l'époque, j'étais très frustré de n'être pas encore l'écrivain que je voulais être. Donc je me suis projeté complètement dans leurs propres échecs. C'est-à-dire que ces gens, qui sont des gens qui ont échoué dans la vie, qui ont évidemment, d'où ils venaient, ce qu'ils voulaient n'était pas en adéquation, donc ils ont complètement échoué, m'ont servi comme de modèles, mais de modèles comme gens qui ont échoué, de modèles d'échec, et non pas de modèles de réussite. Mais en même temps, leur échec, je l'ai anobli, enrichi, dramatisé. C'est-à-dire que je voulais aussi, en quelque sorte, que s'ils avaient été encore vivants et qu'ils aient lu ces textes, ils s'y soient reconnus en plus beau.
et qu'ils étaient extrêmement fiers d'être dans cette position. Vous avez enjolivé en quelque sorte, Oui. c'est-à-dire ce monde-là. Oui. Alors je ne dirais pas de frustration, mais peut-être de quelques élans avortés. Oui, Alors en oui, quelque oui, sorte, oui. n'est-ce pas? Le monde rural, à présent, a-t-il évolué, a-t-il changé ou ça continue C'est-à-dire dans que ce sens-là? le monde rural, enfin moi maintenant je vis à la campagne pratiquement tout le temps. Le monde rural a changé bien sûr en surface. Il a changé en mieux. Il s'est beaucoup. Les gens sont beaucoup moins pauvres, d'une part. D'autre part, ils sont beaucoup moins complexés, puisque maintenant ils ont la télé, les ordinateurs, ils sont branchés sur la civilisation rurale, urbaine normale, de la même façon que nous. Donc, ils ont des tracteurs avec des ordinateurs partout. Des engins pas possibles. Des engins merveilleux, d'ailleurs, des beaux engins. Oui, des très beaux engins. Oui. Mais je trouve dans leur rapport au corps, ils sont les mêmes que ceux que j'ai connus quand j'étais petit. C'est-à-dire une espèce de côté athlétique, fier de son corps, aimant son corps. Voilà. Quelque chose je les vois maintenant, parce que maintenant, en plus, ils font de l'élevage extensif de vaches limousines chez moi. C'est un peu comme comme les estancières, plus petits. Et ils sont là parmi les bêtes. Ils ont fait des chorales pour les trier comme des cow-boys. Je me dis, des fois, il manque que les colts et ou les bolasses des gauchos. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont pris les bonnes choses des techniques modernes. Enfin, évidemment, ils sont endettés jusqu'au cou pour leurs machines, bref. Mais ils vivent mieux et ils ont toujours cette espèce de... C'est pas l'amour de la terre, c'est pas ça, c'est un vif sentiment de leur combat avec la terre au jour le jour. Quoi. Et quand vous parlez de la terre, alors justement, il me vient à l'esprit ce paragraphe-là que je crois que ça a été quand vous allez au cimetière ou quand le narrateur va au cimetière chercher des lots, alors pour changer les fleurs, alors ouais, etc. Ouais. Et je trouve que la terre de ces personnages-là, c'est le cimetière. Oui. En quelque sorte. Alors parce que c'est à Charles, comment ça s'appelle le cimetière? J'ai oublié le... Saint-Gousseau. Voilà. Oui, oui. Oui. Oui, il est vrai que quand ils parlent au contraire de leur champ à moissonner ou de leur pré, ils ne parlent pas de la terre, ils parlent plutôt de météo, de croissance végétale, vous voyez, mais pas ils n'ont aucun mysticisme ou croyance du terroir, aucune, tout ça a disparu. C'est-à-dire que cette espèce de mythification de la terre, du terroir, qui a donné des résultats terribles avec le pétainisme en France, voilà. Etc., était plus ou moins, à mon avis, une invention des pouvoirs, des pouvoirs symboliques, pour justifier leur misère pour leur faire accepter leur misère sur ce peu de terrain qu'ils avaient. Et ça a disparu avec la misère paysanne, quoi. Parce que maintenant, enfin chez moi, en Amérique latine, je ne sais pas, mais chez moi, il n'y a plus de misère paysanne. Oui, alors c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Alors tout à fait. Justement,
vous avez dit que vous avez créé des personnages et il y en a d'autres qui ont été réels peut-être, n'est-ce pas? Je ne sais pas si dans la vie minuscule. Ah, dans le film minuscule, ils sont tous été réels. Mais le père Bandit, là vous l'avez recréé, alors en quelque sorte, ou vous l'avez décrit autrement. Alors, c'est-à-dire par rapport à l'idée que vous aviez en tête. Je vais vous dire. J'ai reçu, il y a 2 mois, une lettre d'une vieille dame, un peu plus vieille que moi, je pense, peut-être 10 ans plus que moi, qui m'écrit en disant qu'elle vient de lire ce livre, et elle dit, mais j'ai l'impression que quand vous parlez de l'abbé Bandit, vous parlez de l'abbé Brandy. Il s'appelait Brandy, pour le vrai. Il s'appelait Brandy, mais pour un alcoolique, je me disais, Brandy, ça va pas. Brandy. Donc je l'appelais Bandit, avec les acceptions, comment dire, de bandit, et l'acception sexuelle qu'on entend aussi dans le nom. Mais oui, donc cette femme m'écrit, elle me dit, c'est bien lui, sa moto, il avait un ceinturon de cuir sur sa soutane, un énorme ceinturon militaire. Et il y avait des filles sur son siège arrière. Il était très mal vu. Elle l'a connu quand il commençait comme curé, quand il était vicaire. Et ce garçon était extrêmement brillant. Extrêmement... il faisait des messes, une mise en scène, pas possible. Et tout à coup, enfin, pas tout à coup, peu à peu, une sorte de désespoir. Non, je ne sais pas, quelque chose s'est désespéré en lui. Et il est devenu, il ne s'habillait plus bien, il s'habillait n'importe comment, comme les paysans. Il n'avait plus de moto, il avait des mobylettes, des petites... et il buvait énormément. Et ça, tout ça est vrai, tout ça est juste. Et ce que je raconte de lui dans l'hôpital psychiatrique, oui, c'est ça. Le fait que on se regarde, moi je le connaissais parfaitement. Quand j'étais petit, c'était un homme qui comptait pour moi. Parce que jamais il parlait hors de la messe, jamais il parlait de choses de la foi. Il parlait de ses voyages en Palestine, en Terre Sainte. Il parlait et il parlait une chose de passionné, c'était les origines de l'homme. C'était Cro-Magnon, etc. C'était les espèces. Le premier livre, le premier fascicule sur la préhistoire que j'ai eu, que j'ai toujours, était un numéro de Science et Vie ou Science et Avenir sur les origines de l'homme qu'il m'a donné. Vous voyez, c'était quelqu'un qui avait énormément compté pour moi. Je ne parle pas de tout ça dans mon livre. Mais dans le livre, vous l'avez imaginé plus grand de taille, non? Ah oui, c'était un petit bonhomme. Mais vous l'avez c'était imaginé. Un petit bonhomme, je l'ai fait très grand. et parfois, il y a des gens chez moi qui disent « Ah oui, c'était un grand type. Et tout le monde croyait ça. Même dans le livre, il y a alors hier, vous l'avez raconté à côté de Monsieur Gay, alors l'affaire du tableau du facteur Roulin. Oui. Et donc, je ne savais pas que vraiment, puis après, tout le monde dans les catalogues, de l'expo, tout le monde croyait que les tableaux étaient dans la cuisine, alors justement de Roulin. Je le raconte. S'il vous plaît. Oui. Voilà, dans la vie de Joseph Roulin, je mets en scène le facteur d'Arles, qui était ami avec Van Gogh quand Van Gogh était à Arles. C'était un ami, pas artiste du tout, c'était un prolétaire, pas un prolétaire tout à fait, mais enfin un facteur, quoi. Et Van Gogh en a fait des tableaux que vous connaissez tous, vraiment des tableaux royaux. C'est le prolétariat en roi, quoi. C'est extraordinaire. Bon, j'imagine que, là c'est moi qui invente, la plupart des choses ne sont pas inventées dans ce livre, mais j'invente que, après la mort que Van Gogh avait donné à Roulin un de ses portraits, et qu'après la mort de Van Gogh, ce portrait était dans la cuisine de la famille Roulin, et voilà,
Van Gogh devient célèbre à Paris 10 ans après sa mort, 15 ans, et un marchand d'art, Ambroise Vollard, n'importe quoi, un grand marchand d'art, fait le voyage dans le Midi pour rafler des Van Gogh. Et il voit ce tableau dans la cuisine. Et évidemment, il l'achète. Enfin, il l'achète pas parce que Roulin veut pas d'argent, il veut juste qu'il y ait son nom dessus sur le truc. Et 10 ou 15 ans après mon bouquin, il y a eu une rétrospective à New York, une rétrospective Van Gogh, et dans le catalogue, ils parlent d'un des portraits de Roulin qui y était, et ils disent, c'était vraisemblablement ce tableau qui était dans la cuisine des Roulin. Vous savez, c'est la phrase de John Ford, when the legend becomes fact, print the legend. Oui, voilà. Voilà. Bon, alors le dernier point que je vais aborder, alors c'est justement par rapport à la peinture. C'est-à-dire que lorsque vous faites allusion, ça veut dire à ces vies minuscules, aux gens ruraux, etc. Moi personnellement, que j'aime beaucoup la peinture, il me vient à l'esprit Greuze, Chardin, Le Nain, Georges de la Tour, Millet, Courbet, Van Gogh. Et là, c'est ces peintres-là qui, en quelque sorte, ça veut dire, ont rendu hommage à ces petites gens. Oui, parce que pas tous les peintres ont rendu hommage, c'est-à-dire au monde rural. Et je crois que vous avez dit, ou peut-être, je sais pas, ou peut-être j'ai rêvé. Alors, je sais pas, mais justement, Courbet, un tableau qui vous plaît beaucoup, c'est l'enterrement à Ornans. Ah, oui. Pourquoi? À cause de ce mur noir de personnages, c'est le deuil absolu, ce tableau. À cause de la tombe ouverte, l'enterrement à Ornans, c'est aussi parce que c'est rural. Mais oui, je vais vous dire, c'est parce que c'est rural, mais au contraire de beaucoup de peintures de Millet ou des frères Lenain, quoi que les frères Lenain, enfin bref, contrairement à beaucoup de tableaux qui célèbrent la ruralité, ça a une sorte de noblesse aristocratique. Moi, je crois qu'il y a les notables, l'église, il y a le monde rural. Mais il y a aussi les pleureuses. Il y a les pleureuses. Il y a aussi le fait que tous font face, enfin ce mur, font face aux spectateurs, un peu comme dans les tableaux de l'art classique, vous savez, les princes faisant face à ceux qui regardent. Voilà. C'est un anoblissement du monde rural, tout en étant de façon très réaliste. Tout à fait, c'est un tableau extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Comme vous êtes le pourvoyeur, alors de beaucoup de choses pour nous, alors parce qu'en définitive, vous nous pourvoyez de tout. Alors en définitive, la prose que vous avez est excellente. Il me vient à l'esprit le tableau de Chardin, La Pourvoyeuse. Oui. Et donc, c'est un tableau aussi et qui montre ce monde, pas rural, mais ce monde en dehors de... Ancillaire. Oui, c'est ça. Oui. Oui, les petites gens. Les petites gens. Les petites gens inquiétés. Dans ces époques sans école obligatoire et tout ça, parmi eux, il y avait des intellectuels en puissance, des gens d'une intelligence extraordinaire. D'ailleurs, il suffit de lire les textes du 19e, du 18e, du 17e, pour voir des tas de valets ou de bonnes qui sont Simone de Beauvoir, quoi. Mais, c'est-à-dire, petites gens, maintenant, ça a un sens un peu... On se dit que c'est des laissés pour compte maintenant. Oui, ou les gens de peu. Oui. Les gens de peu. Alors, pour moi, c'est une expression, je ne sais pas. Elle est un peu bizarroïde. Oui, c'est un peu oui, les gens de peu, non?
Non, j'aime pas. Les laissés pour compte, je trouve quand même, Ouais, disons, ouais. alors que Ouais. dans toutes les sociétés, il y en a. Remarquez, il y a parmi les SDF, parmi les clochards, Bien sûr. il y a des intellectuels de pointe, sûr. de pointe, des types très intelligents. D'accord. Est-ce qu'on aura le temps, quelques minutes, bien sûr. Alors, pour la dernière lecture, alors, parce que dans Vie minuscule, et justement dans le premier chapitre, André Dufournon, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, si vous pouvez la lire. Et puis après, il va y avoir des questions de la part, je suppose, du public. Vous êtes fatigué? Oui, mais Oui, je vais mais voir. ça va. D'accord. C'est à partir de là jusqu'à là. Oui. D'accord. Un jour de l'été 1947, ma mère me porte dans ses bras, sous le grand marronnier des Cars, à l'endroit où l'on voit déboucher soudain le chemin communal, jusque-là caché par le mur de la porcherie, les coudriers, les ombres. Il fait beau, ma mère sans doute est en robe légère, je babille. Sur le chemin, son ombre précède un homme inconnu de ma mère. Il s'arrête, il regarde, il est ému. Ma mère tremble un peu, l'inhabituel suspend son point d'orgue parmi les bruits frais du jour. Enfin, l'homme fait un pas, se présente, c'était André Dufourneau. Plus tard, il dit avoir reconnaître en moi la toute petite fille qu'était ma mère, pareillement infance et débile encore quand il partit. 30 ans, et le même arbre qui était le même, et le même enfant qui était un autre. Bien des années plus tôt, les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confiât un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme, comme cela se pratiquait couramment alors, en ce temps où n'avait pas été élaborée la mystification complaisante et retorse qui, sous couvert de protéger l'enfant, tend à ses parents un miroir flatteur, édulcoré, somptuaire. Il suffisait alors que l'enfant mangeât, couchât sous un toit, s'instruisit au contact de ses aînés des quelques gestes nécessaires à cette survie dont il ferait une vie. On supposait pour le reste que l'âge tendre suppléait à la tendresse, palliait le froid, la peine et les durs travaux qu'adoucissaient les galettes de sarrasin, la beauté des soirs, l'air bon comme le pain. On leur envoya André Dufourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre, trempé de pluie, où les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, les tables, la façon dont l'horizon d'ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriants ou indifférents. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta 10 ans. Merci beaucoup, messieurs. Bon, de ma part, alors ça a été un plaisir d'avoir parlé avec vous. Mais moi aussi. Et alors, je vous dis la vérité, j'ai étudié jusque-là. Hein. Alors, donc, s'il y a des questions de votre part. Je voudrais savoir, comme Borges disait, que les écrivains sont lecteurs en avance. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'ils sont les écrivains que vous aimez et les genres que vous aimez? Et ça veut dire actuellement. Actuellement. Quels sont les écrivains actuellement que vous aimez? Parce que vous avez été, justement, ça veut dire, vous vous rappelez très bien que je vous ai dit que Borges a eu, ça veut dire, pas une influence, mais quand même, ça veut dire une passion. Mais quels sont actuellement les écrivains que vous admirez, par exemple? Je suppose que en France, non? En France seulement ou ici en Argentine, ou partout?
C'est-à-dire, je suis un public facile. J'aime beaucoup j'aime beaucoup lire des choses extrêmement dissemblables, aussi bien modernistes et chevelées que archaïsantes, etc. J'ai du mal à le dire, parce que, par exemple, en France, souvent, on me rapproche de Quignard ou de Bergogneau, que j'aime beaucoup, qui sont des auteurs dans la même façon que moi, dans les mêmes créneaux de connaissances et de création. Mais j'aime aussi, je sais pas, les gens de chez Minuit, Echenoz, Toussaint, etc. J'aime Houellebecq. J'aime Virginie Despentes. C'est-à-dire, comme lecteur, je suis facilement pris. D'accord. Je suis très facilement pris. Par exemple, j'ai lu, avant de venir là, quelques auteurs argentins de ma génération, et ils m'ont emballé. Alan Poe, César Aira. Oui, César Aira. Palia. Il y en a un autre. Piglia. Attendez, il y en a un autre, lequel c'est je sais pas. Ça va. Et aussi des vieux auteurs argentins que je ne connaissais pas. Un type qui m'a complètement sidéré, c'est Arlt. Fernandez Arlt. Ah, je connaissais pas du tout. Roberto Arlt. C'est très peu connu en France. Très peu. En ce moment, on ne trouve qu'un livre réimprimé de Arlt, qui est Les Sept Fous. Je n'ai lu que ça. Mais ça m'a séché. C'est vraiment très très beau c'est tout à fait de son temps, mais au contraire de Borges, qui est tout à fait de son temps aussi, dans ce côté. Voilà. Enfin, tout ça. Ils appartenaient d'ailleurs à deux groupes différents, Florida et... Oui, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai lu ça. Ouais. L'art socialisant, c'était art, alors que l'autre, Borges, c'était plutôt l'art formel, le goût pour la forme. Oui. C'est plus recherché. Alors que sophistiqué. l'art de art et l'écriture de art est ancrée dans le réel, dans les quartiers, les arrabals, les faubourgs de Buenos Aires. D'ailleurs, dans les œuvres complètes. L'argot argentin, c'est une littérature qui a mis en valeur l'argot, alors que Borges, c'était donc l'opposé. Si l'on veut, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, dans les œuvres complètes de Borges qui sont en Pléiade en France, on a à peu près tout dans les deux Pléiades. Il n'y a pas de trace de Arlt, il n'en parle jamais. Non. C'est vraiment, c'était... Il y avait une rivalité... de rivalité. Une certaine rivalité entre les deux groupes. D'ailleurs, chaque groupe avait aussi des revues, il s'exprimait aussi dans des revues... Donc, en sourd pour Bon, s'il n'y a plus de questions, alors parce qu'il faut bien tenir compte que lui, il a travaillé pendant toute la semaine. Merci.